Hello, comment ça va? Hello, hello! Eh ben, ça va? Alors, je rappelle qu'on fait un challenge de podcast 3 fois par semaine, donc une série, c'est un thème par semaine. La semaine dernière, c'était la procrastination, cette semaine, c'est les croyances limitantes. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, je m'appelle Maïline Aubry, je suis formatrice en apprentissage efficace et j'aide les professionnels à organiser mieux leur temps de travail, leur mémorisation, de façon à ce qu'ils soient plus efficaces dans leur domaine, mais aussi pour des formations qui permettent de les finaliser de manière sereine et efficace, bien sûr. C'est le but. Alors, comme je vous le disais, on parlait de croyances limitantes. Je vous ai expliqué mercredi ce que c'était. C'est de penser qu'on est incapable de faire quelque chose et donc là, on n'essaie même pas, on ne tente pas. Voilà. Que c'était pour moi des barrières que l'on se mettait mentalement de façon à se protéger, pour ne pas souffrir. Parce que la douleur psychologique est perçue par le cerveau comme une douleur physique. Et dans ces cas-là, il nous protège. Et on a vu vendredi un petit peu ce que c'était que notre système réticulé activateur, c'est-à-dire notre moteur de recherche interne, mais qu'il ne faut surtout pas focuser sur du négatif, parce que sinon on risque d'y rester un petit moment, ce qui peut quand même occasionner des dépressions et autres. Donc faut vraiment faire gaffe. Si on se sent pas très bien à un moment donné et qu'on reste sur le négatif, c'est pas bon. Il faut vraiment revenir continuellement sur le positif. Donc pensez à des choses agréables. Voilà. Business Power. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un d'une méthode, d'une personne que j'apprécie vraiment beaucoup, qui s'appelle Idriss Aberkan. C'est un scientifique, il a, je sais plus combien de doctorats, franchement, mais qui sont vraiment très différents. Il est docteur en neurosciences cognitives, en économie de la connaissance. Il a fait aussi des études de littérature comparée, des études en diplomatie. Enfin bon, bref, il s'intéresse à beaucoup de choses et il est vraiment passionnant à entendre. Et là, récemment, il a créé une méthode qui s'appelle la méthode SAINT-HELP. Alors, pour se souvenir, en anagramme, ça donne Alpine au pluriel. Ou alors, si vous voulez dans le bon sens, c'est quelque chose de sain, S-A-I-N, et puis c'est help, au secours en anglais, mais sans le H, ou bien le H. Donc sain, help, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode-là et à quoi elle sert surtout? Eh bien, c'est de faire de notre pensée un empire, c'est-à-dire d'essayer, c'est pas d'essayer, c'est de faire. De réussir. Voilà, exactement, de surmonter nos croyances limitantes et poursuivre notre évolution mentale, c'est-à-dire vraiment évoluer. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, le S de SAINT-HELP, en fait, c'est pour la subjectivité limpide. Alors, ouais. J'ai bugué un peu sur le terme, j'avoue. Mais au final, quand il explique, ça vient beaucoup plus clair, rapidement. En fait, le but, c'est de matérialiser les pensées qui nous posent problème, les peurs, les blocages, voire les névroses, mais de les matérialiser, en tout cas dans un premier temps, de le faire vraiment de manière physique. C'est-à-dire que, au lieu de l'écrire sur un morceau de papier, c'est pas suffisant. Il faut que ça soit en volume, parce que notre cerveau, lui, l'habitude, il prend en compte ce qui est des formes. Ça lui parle beaucoup plus. Donc vous pourriez très bien le faire, par exemple, moi j'imaginais un petit galet, marquez votre peur du moment, et puis vous amusez à faire un ricochet avec sur une rivière, par exemple. Ça c'est ma vision des choses. Mais voilà, c'est d'externaliser en fait votre peur, de la noter sur quelque chose de physique et que vous pouvez tenir en main. Ça vous permet de la sous-peser, de la voir. Et donc quand on fait ça, automatiquement, la peur est moindre. Parce que vous l'avez identifié. Le truc, c'est que tout ce que vous voyez autour de nous, c'est physique. Alors que notre cerveau, on ne le voit pas. Donc c'est complètement abstrait. C'est bien de leur donner de la consistance physique à tous ces éléments. Est-ce que ça te permet d'identifier, de penser
Alors moi, quelque chose? ça me fait penser à un truc, je sais pas du coup si c'est ça ou pas, tu me corriges. J'ai fait beaucoup de danse et par exemple, quand je suis énervée ou quand je suis, enfin tu vois, quand j'ai des émotions plutôt négatives, en fait j'ai trouvé un super truc qui marche très très bien chez moi, c'est je mets de la musique et je danse mon émotion. En général, tu vois, c'est vraiment des émotions sur un instant T où je sens qu'il y a une émotion bloquée, que très souvent c'est genre de l'énervement ou tu vois des choses comme ça que je veux évacuer. Mais peut-être que sur une croyance, ça pourrait fonctionner. Et du coup, je pense que je vais faire ça d'ici mercredi. Je vais tester ce truc-là. Ça pourrait être intéressant comme Oui, exercice. ça serait tout à fait intéressant. Tu me diras, enfin, tu nous diras ce que ça a donné. Ouais. Alors, ça, c'était pour le S de subjectivité limpide. Après, on a le A. Alors, le A, c'est pour application. Pour application, on va dire, entre guillemets, mobile, c'est-à-dire qu'il fait le parallèle entre notre cerveau et un téléphone portable. Quand on est, on a dans notre cerveau des logiciels qui sont déjà préinstallés, d'accord? Mais après, on en rajoute au fur et à mesure. On rajoute des connaissances, on rajoute des expériences, on rajoute des émotions, enfin bon, bref, plein d'autres choses. La différence qu'il y a entre notre téléphone et notre cerveau, c'est qu'un téléphone, on peut savoir immédiatement ce qui tourne dans le téléphone au niveau des applications. Quelles sont celles qui nous prennent de la puissance, celles qui fonctionnent, etc. Et si ça ne nous plaît pas, on peut interrompre les applications ou carrément les désinstaller. C'est pas la même chose dans notre cerveau, on est bien d'accord, hein? D'accord. Hein, c'est un peu compliqué. D'autant plus que si on se blesse, par exemple, je sais pas moi, on se casse la figure dans un escalier, ce que j'ai fait récemment, on se fracture un petit peu la cheville, bon, on sait que c'est, après, une fois qu'elle est réparée, que c'est quelque chose qui est, faut pas trop y toucher parce que, il y a des cicatrices et qu'elles peuvent être douloureuses, tout simplement. Donc ça, c'est visible, on le sait, on fait attention. Par contre, quand on a ce qu'il appelle une cicatrice, hein, c'est-à-dire une cicatrice mais mentale, hein, psychologique, eh bien ça, on le voit pas forcément. C'est plutôt éventuellement même notre entourage qui le voit avant nous-mêmes, parce qu'il sait qu'il y a certains sujets, on peut rentrer facilement dans le rouge hein, et surréagir alors qu'il n'y a pas lieu. Je pense que là, je vais parler à tous les parents. Il y a des choses parfois qu'on répète, on continue, hein, voilà. Puis au bout d'un moment, on le dit gentiment, et puis à un moment donné, trop c'est trop parce qu'il y a eu accumulation, et au bout d'un moment, on pète littéralement un câble. Donc en fait, le A de cette méthode, hein, c'est de pouvoir d'essayer d'identifier les applications qui tournent à un moment où on se pose, hein, on essaie de voir ce qui se passe hein, et de voir si elles sont intéressantes, hein, si on les laisse fonctionner ou pas, s'il faut les arrêter, les désinstaller, voire faire une mise à jour. Je vais vous donner un exemple. Imagine que tu aies peur de l'eau, pour une raison X. Le fait de faire de petites victoires, de se donner de petites victoires, donc en fait de faire Kaizen, hein, la méthode des petits pas, eh bien c'est par exemple, tu peux arriver au bord de l'eau, te mets à une distance qui te semble être bonne pour toi et que tu es en sécurité, et tu restes là 5 minutes à observer l'eau. Le lendemain tu reviens et tu fais 1 mètre, tu vas de 1, c'est facile. T'es à 10 mètres, hein, donc t'as le temps d'arriver à l'eau, d'accord? Et petit à petit, comme ça, donc c'est des petites victoires successives parce que tu t'approches de plus en plus de l'eau, comme tu pourrais t'approcher plus du vide. Par exemple, si ça avait peur, pour la condition qu'il y a quand même quelque chose de sécurité, quoi. Mais c'est facile. Et c'est évolutif parce que tu étais à 10 mètres, le lendemain tu es à 9 mètres, après à 8, tu vois ce que je veux dire? Tu t'approches. Donc c'est se donner des petites victoires, mais qui vont être de plus en plus importantes. Tu vas te donner des challenges qui vont être de plus en plus importants. Ça va être gradué, ça va être graduel, ça va être une continuité en pente douce en fait. Hein. Donc tu vas, enfin en montée douce plutôt. Donc voilà, ça peut être un exemple pour désinstaller ou tout du moins mettre à jour ses pensées et quand c'est vraiment des peurs, les désinstaller complètement. Il y a des gens, enfin des gens qui font de la varap, hein, qui grimpent sur des parois rocheuses à main nue.
l'un des plus grands Spider-Man français. D'ailleurs, je me souviens plus du tout son nom, j'en suis désolée. Mais bon, cet homme-là, il a commencé à faire ça parce qu'il avait le vertige. Et parce qu'il aimait pas ça, il aimait pas être bloqué par ça, et il s'y est mis, il l'adorait. Mais c'est quelqu'un qui a le vertige, donc tout est possible. Bien d'accord. Donc identifier une ou deux applications qui tournent mais qui ne nous plaisent pas, désinstaller certaines qui sont problématiques, hein, et mettre à jour d'autres. Ça c'était pour le A. Donc. Alors maintenant on va aller sur le I de la méthode. Le I c'est pour l'impuissance apprise. Est-ce que tu en as déjà entendu parler de ça? Pas du tout. Alors ça c'est vraiment très intéressant. Il donne l'exemple d'un éléphant. Dans les pays d'Asie, on utilise souvent les éléphants pour des bêtes de somme comme on le ferait nous avec les chevaux, avec les bœufs, etc. Un éléphant c'est quand même massif, on est bien d'accord. Arrivé à l'âge adulte, ça pèse son petit poids, voilà. C'est pas un animal qu'on va prendre sur les genoux, hein. Et surtout il a une force gigantesque. Pour canaliser ces animaux-là, pour les domestiquer, ils les prennent tout petits, vraiment quand ils sont bébés, et ils leur mettent une corde à une de leurs pattes arrière, et cette corde, ils l'enfoncent sur un piquet au sol. Et comme ils sont petits, ils n'ont pas encore beaucoup de force, cette corde, ils peuvent pas l'arracher. Ils essayent de tous les moyens, et puis au bout d'un moment, ils arrêtent parce qu'ils savent, ils ont compris que de toute façon, c'était pas possible. Mais un bébé, comme tous les bébés, ça grandit. Et ça grandit, voilà, et à devenir un éléphant adulte. Mais il a toujours sa petite cordelette avec son piquet, et il ne s'en va pourtant pas. Alors qu'à l'âge adulte, il suffirait juste qu'il donne un petit coup de pied et tout s'arracherait. Mais comme étant enfant, il a su que c'était pas possible de l'arracher, pour lui, étant adulte, ça reste une impossibilité. Donc il reste attaché, alors qu'il pourrait s'en aller, mais quand il veut, quoi. Vraiment quand il veut. Ça, c'est de l'impuissance apprise. Et pour nous, c'est pareil. Le fameux truc, je suis nul en physique, ou je suis nul en maths, je suis nul en français, mauvais un jour, comme je le disais, mauvais toujours. Non. Voilà, ça, c'est de l'impuissance apprise. Hein. Parce qu'on a eu une mauvaise expérience sur quelque chose, on part du principe que ça sera toujours. Et surtout, en plus, quand ça vient de l'enfance, c'est d'autant plus important, chargé émotionnellement, donc la douleur est tellement forte que la barrière est d'autant plus importante. Pour pallier à ça, eh bien, il faut s'octroyer de micro-succès dans le domaine qu'on veut. Par exemple, si on a envie d'étudier la chimie, par exemple, eh bien, mais qu'on était nul à l'école, je lève le doigt. Pourtant, j'ai toujours adoré cette matière-là, comme la physique, l'électricité, tout ça, mais il y avait quelque chose que j'arrivais pas à capter dedans, et j'étais nul, vraiment nul. Mais j'ai toujours eu envie d'apprendre, et c'est ça le truc, si vous avez l'envie quand même, malgré tout, si ça vous intrigue, si vous prenez conscience que ça vous intrigue, foncez. Et là, accordez-vous des micro-victoires, c'est-à-dire que vous allez vous dire, si c'était des mathématiques, eh bien, ça serait du style 1 plus 1 égale, égale quoi? 2. Voilà, c'est une micro-victoire. Et ainsi, aller crescendo au fur et à mesure, hein, que ce soit progressif, qu'il y ait une progressivité. Alors, on arrive au N de la méthode, c'est pour néophyte. C'est d'être fan pour découvrir de nouvelles choses. C'est vraiment se lancer à la découverte de plein de choses dans plein de domaines différents et de casser ses peurs en fait par ce biais aussi et d'y aller quoi tout simplement. On arrive au E de la méthode pour exploitation. Et c'est exploiter en fait toutes les connaissances que l'on a. C'est ce qu'il appelle faire de l'étirement mental. Donc en fait, pour créer de nouvelles connexions neuronales, il faut que vous preniez les connaissances que vous avez d'un domaine et essayez de les croiser avec des connaissances d'un autre domaine. En gros, jouez votre MacGyver. Je ne sais pas si tu te souviens de cette série. Bon, MacGyver, pour ceux qui connaissent pas, c'est une personne qui a énormément de connaissances. C'est un scientifique en fait. Hein. Il a énormément de connaissances dans plein de domaines différents. Mais c'est aussi un aventurier et un espion.
Et il déteste les armes à feu, et il utilise toutes ses connaissances en les croisant de façon à pouvoir arriver à faire, par exemple, démarrer un moteur, enfin tout le moins, utiliser un moteur qui démarre mais qui n'a plus de radiateur, eh bien on casse des œufs dedans et ça fait un plâtrage suffisant pour faire quelques kilomètres. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment croisé le fait de plein de connaissances différentes. Donc ça, alors, si tu me dis ça, moi, ça fait une omelette dans ma tête. C'est surtout le blanc, hein, c'est pour l'albumine. Ça chauffe, hein, ça fait un bloc et t'es tranquille après. Hein. Bon, ça dure pas très longtemps et je pense qu'au bout d'un moment, l'odeur doit être assez caractéristique. Mais voilà. Enfin bon, bref. Donc ça, c'était pour l'exploration. Et surtout, laissez-vous des portes de sortie, ou plutôt des portes d'entrée. Le but, c'est que vous soyez pas coincé dans vos apprentissages, en fait. Que ça ne devienne pas un dogme. Pour vous donner un exemple plus concret, du peintre qui est en train de peindre le sol, et qui se fait coincer dans un angle d'une pièce très très loin de la porte. Et forcément, il est obligé d'attendre que ça sèche, quoi, pour passer. Donc voilà, il est coincé. Donc avec nos apprentissages, ben, c'est pareil, il faut pas qu'on soit coincé, il faut qu'on ouvre des portes un peu partout et les ouvrir vers d'autres connaissances que l'on a déjà. Alors maintenant, on arrive au L de la méthode pour le lieu, les lieux, la méthode des lieux. Je sais pas si tu as entendu parler, il me semble que oui. Non ? La méthode des lieux, comme ça me dit rien. Peut-être, hein, mais avec ce nom-là, non. Non ? Eh bien, en fait, notre cerveau, à la base, il a été vraiment conçu pour se souvenir de certaines choses bien spécifiques. Comme les odeurs, la mémoire olfactique est très importante. Hein. La Madeleine de Proust, par exemple, hein, quand il trempe sa madeleine dans son thé, je crois, et il se retrouve dans son enfance, il est projeté dans son enfance. Bon, bah, c'est ça. La mémoire olfactive est vraiment très très importante et définitive d'ailleurs. C'est l'une des seules mémoires qui reste à vie. Là, voilà. Et sinon, il y en a une autre, c'est celle des lieux. Pourquoi les lieux ? Bah parce que dans un temps très très reculé, il fallait se souvenir des points d'eau, des points dangereux, là où était le terrier d'un tigre ou d'un prédateur pas bon pour nous, ou enfin bon bref, là où on pouvait trouver à manger, etc. Les plantes médicinales, enfin bon bref. On a une mémoire des lieux qui est implantée depuis le départ dans notre cerveau. Donc c'est on peut utiliser enfin c'est même très conseillé d'utiliser cette mémoire-là pour déposer des connaissances dessus. Dans l'Antiquité, les grands orateurs utilisaient cette méthode des lieux qu'on appelle aussi le palais mental. Tu le connais peut-être sous ce nom-là. Ah oui, ouais, du coup, ce nom-là, effectivement, ça me dit. Et le principe, en fait, c'est vraiment, tu t'imagines, enfin, c'est pas que tu revois un lieu que tu connais parfaitement. Ça peut être ta maison, ça peut être la maison de ton enfance, ça peut être le parcours que tu fais tous les jours pour aller de chez toi à ton boulot. Voilà, un lieu que tu maîtrises bien, que tu connais bien. Si tu as par exemple une conférence à donner, eh bien c'est de poser tous tes argumentaires au fur et à mesure dans chaque lieu. Par exemple, si je prends ma maison, eh bien je pourrais poser un élément d'une conférence ou d'un cours sur la porte d'entrée. Non, je vais prendre plutôt un truc qui est plus amusant. Une liste de courses. Tu as une liste de courses à faire. Tu as besoin d'eau. Imagine que sur ta porte d'entrée, tu as une fontaine d'eau qui coule, d'accord ? Bon, ça représente ton eau. Et puis après, tu vas aller dans ta cuisine, tu as besoin d'acheter des fruits. Bah, tu t'imagines un grand arbre avec des fruits différents, des pommes, des poires, enfin bon, bref, le truc hallucinant. Et puis, tu vas dans ton salon, tu as besoin d'acheter du poulet. Bah, t'imagines un poulet déplumé qui est en train de cocoter partout. Tu vois le principe. Je le vois tout à fait. J'ai parlé d'une liste de courses, mais tu pourrais déposer des connaissances aussi, hein, comme des théorèmes, etc. Le tout, c'est de l'additionner avec des choses amusantes qui donnent envie. Le cerveau adore tout ce qui est ludique, hein. Donc amusez-vous. Ça peut aussi avoir des connotations sexuelles ou de violence, hein. Le cerveau aime ça parce que c'est remarquable. Donc tout simplement, voilà, ça sort du quotidien.
La dernière lettre de cette méthode, Saint Elf, donc c'est le P pour père, nos pères en fait. C'est nos pères, c'est-à-dire toutes les personnes, nos confrères en fait, les personnes qui sont au même niveau que nous, hein, tout simplement, et peuvent nous influencer tout au long de la vie. Nous influencent de toute façon, hein, comme nos parents nous ont influencés, nos amis, nos frères et sœurs, notre famille. Tous les événements qui se profilent à l'horizon, etc., nous influencent. Donc, l'une des premières choses à faire, c'est effectivement, quand vous avez des gens qui vous entourent, c'est quand même de les écouter, un minimum. Mais sans vous laisser vous rabaisser. Parce que il y a des choses, si on vous dit non mais t'es pas capable de faire ça. Par exemple, une personne qui est en filière littéraire et qui s'aperçoit que finalement elle préfère les mathématiques. Tout le monde va lui dire mais t'es folle, non? La vie c'est pas des chiffres et des lettres quoi, c'est différent. Donc ne pas se laisser influencer. Si on a envie de faire quelque chose, il faut y aller quoi. Et quelque part à un moment donné, il faut savoir les ignorer. Et c'est pas facile à faire, pas facile à faire du tout, mais il faut savoir à un moment donné dire stop, ça suffit. J'ai pas envie d'entendre votre négativité. Moi, je veux rester sur mon élan positif et je vais y aller. Et une fois que vous avez réussi, eh bien, c'est de se retourner vers vos pairs et d'aller vers eux en leur disant, ben voilà, moi j'ai réussi parce que j'ai pris ça en main, j'ai fait ça. Leur expliquer tout simplement comment vous avez procédé, etc. Ça peut être une façon de changer leur regard aussi sur certaines choses. Voilà. Est-ce que tu penses que cette méthode, qui est une méthode que l'on doit faire tout au long de sa vie, c'est pas un truc à faire une fois. Là, c'est du Kaizen, hein, c'est allongé. Le Kaizen, on a vu ça la semaine précédente, c'est faire des petits pas pour évoluer à une meilleure version de nous-mêmes. Ça te parle tout ça? En fait, ce que je trouve intéressant, c'est le côté prise de conscience, justement, de ces croyances qu'on est, notamment ce que tu disais sur les cicatrices, c'est qu'on n'est pas forcément conscient de nos surréactions ou de nos réactions en général, et de se rendre compte que ça veut dire que derrière il y a peut-être quelque chose qui coince et qu'il y a une croyance. Et je trouve ça vachement intéressant du coup d'avoir ce truc là de se dire ah bah tiens, là il y a eu quelque chose qui a coincé, c'est peut-être l'endroit où il faut que j'aille fouiller. Ça va être pas confortable, ce que tu disais mercredi, je crois, sur la zone de confort. Voilà, c'est d'y aller, de mettre un peu les mains dans le cambouis en se disant ah tiens, là il y a un truc qui coince, c'est pas cool. On fait notre petit exercice que tu nous donnais mercredi et du coup d'en retirer après au moins d'en prendre conscience et de se dire ah tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à. Et puis après, comme tu dis, au Kaizen, en méthode Kaizen, d'avancer petit à petit, quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ça a l'air toujours assez monumental quand c'est donné comme ça d'un coup, mais que quand tu fais, voilà, c'était le truc de la semaine dernière, quand il y a le mont Everest en face, il faut faire le premier pas. Et puis le deuxième, et puis le troisième, etc. Et puis d'avancer. Non, je sais que ça peut être un peu gros. Donc, comme je vous ai fait la semaine dernière, j'ai repris tous les podcasts de la semaine, je les ai mis sur mon site, et je vous ai fait à chaque fois des résumés, on va dire assez visuels. Je vous ferai la même chose, bien sûr, pour la méthode de Sendelp d'Idriss Aberkan. Il n'y a pas de souci. Ok, bien voilà, on clôture la semaine. Alors, si vous avez aimé ce podcast qui a été un peu long, désolé, mais là, ça a demandé vraiment d'expliquer quand même pas mal de choses, eh bien, vous le likez, partagez, et dans les commentaires, dites-nous, alors je vais pas vous demander toute la méthode, parce que c'est une méthode qui s'utilise, je veux dire, tout au long de notre vie de façon à évoluer personnellement. Non, dites... moi, ou faites-moi des photos comme vous voulez de ce que vous avez externalisé comme peur, comme blocage, comme croyance limitante. Je sais pas, un galet, un cube, une balle, peu importe, ce que vous voulez. Dites-le nous dans les commentaires. Et la semaine prochaine, on se retrouve